Voilà le livre de Frédéric Mitterrand, La Récréation, publié aux éditions Robert Laffont. Frédéric, bonjour. Bonjour Guillaume. Commençons par le commencement. Comment se fait-il que ce quinquennat de Nicolas Sarkozy ait inspiré au moins 4 de ses ministres, si ma mémoire est bonne, Valérie Pécresse, vous, Bruno Le Maire, et j'en passe, Roselyne Bachelot. Ramayad, oui. Et sans compter les conseillers. Henri Guénaud a fait un livre. Je pense c'est l'aspect romanesque. Oui, d'abord il y a chez le personnage quelque chose de romanesque. Il est en fait, lui aussi, à sa manière, un peu un électron libre de la politique. Et la vie était de surcroît particulièrement intense, je crois, autour de lui, au gouvernement, avec une situation économique imprévue, particulièrement violente aussi. Ce qui suscite une sorte d'incandescence. Alors évidemment, on va parler de cette situation, on va parler de ce qui se passe à l'étranger, parce que vous connaissez bien la Tunisie, donc le monde arabe, et évidemment, vous avez une opinion sur ce qui se passe actuellement au Mali, mais je voudrais qu'on reste sur la politique française, parce que c'est important, parce qu'au finalement, ce livre, surtout quand on arrive à la fin, on découvre le goût du sang. C'est vous qui reprenez cette conversation. Donc beaucoup de Français, y compris les Français de droite, qui sont quand même particulièrement motivés, se demandent s'il va revenir, Nicolas Sarkozy. Quel est ce matin 700 pages plus tard, le point de vue que vous avez? Je pense qu'il souhaite en tout cas revenir. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je me suis vraiment mis un petit peu à l'écart. Oui, mais justement, on réfléchit quand on écrit. Eh bien, je pense qu'il souhaite revenir, oui. Est-ce qu'il y parviendra? Je ne sais pas. Tous ces lieutenants, affidés, collaborateurs divers, ne souhaitent sans doute pas qu'il revienne, bien qu'ils ne disent pas... bien qu'ils disent le contraire. Vous êtes extrêmement prudent dans la formulation, mais c'est oui, justement... je suis prudent parce qu'on ne peut pas savoir, la situation est tellement évolutive. Mais parce que quand vous décrivez, par exemple, les derniers grands meetings comme la Concorde, c'est un livre qui fonctionne un peu sur le modèle des choses vues de Victor Hugo, c'est-à-dire que moment par moment, vous racontez ce qui se passe, et on a l'impression que, fondamentalement, Nicolas Sarkozy... Il y avait une lassitude. Il est là. Il est avec son épouse, quelques amis. Il y a les hiérarques de son quinquennat qui sont devant lui. Mais en fait, on a le sentiment, à vous lire, qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont envie qu'il soit réélu. Non, je pense... mais ça, c'est une situation qui est très classique. Quitte à faire roi, et après, tout le monde reprend ses billes, pour parler familièrement. Ça, je pense que c'est vraiment un phénomène très humain et très... Donc il a été flingué en partie par ses amis, qui ne l'ont pas aidé. Alors, c'est plus compliqué. La campagne électorale a été une campagne électorale très personnelle. Il ne s'est pas beaucoup appuyé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce que lui reproche Roselyne Bachelot, oui. Oui, mais c'est ce que lui reprochait Bruno Le Maire et d'autres. Je raconte dans le livre que je vais voir certains d'entre eux qui se sentent, ou ils viennent me voir, et ils se sentent un peu abandonnés pendant la campagne. La campagne s'est faite avec un petit cercle très rapproché, et donc je pense que beaucoup l'ont mal vécu. Donc c'est pas un abandon prémédité, c'est lui qui aurait suscité cet abandon. C'est important de savoir ce qui s'est passé. Sans forcément s'en rendre compte. Il a une vision si personnelle du combat politique que forcément ceux qui l'entourent se sentent à tort ou à raison exclus. Oui. Est-ce que vous avez perçu à travers justement ce regard et cette écriture de La Récréation, ce qui est en train de se passer, c'est un combat entre lui et François Fillon? Parce que vous le défendez aussi, François Fillon, qui lui-même vous défend. Oui, mais c'était dans les... Depuis le général de Gaulle et Pompidou, qui étaient pourtant liés par une amitié, une fidélité extraordinairement forte, on assiste au même phénomène. Le Premier ministre, un jour ou l'autre, devient le rival du président qu'il a nommé. Donc c'est pas Chirac, Giscard, Balladur, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Mais est-ce que vous l'avez ressenti justement dans cette dernière ligne droite? Dans le livre, on sent qu'il y a une véritable fêlure entre eux. Et en même temps, dans le combat quotidien qui consiste à gouverner la France, puisque François Fillon était un Premier ministre très actif, notamment avec ses ministres, pendant ce temps-là, les armes sont déposées au vestiaire. Et puis, dès que les choses s'arrêtent, et qu'on passe à un autre combat, les armes ressortent. C'est classique, ça. Mais quand on vous écoute ce matin, est-ce qu'on est encore face à un homme politique, un responsable politique qui abandonnera France Inter, qui abandonnera les livres et le cinéma pour reconcourir avec Nicolas Sarkozy? Je pense que là... Ou ça a été une parenthèse? Oui, ça a été une récréation, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire, il y a un avant et un après. Je pense que ce qui fait
peut-être l'originalité ou la singularité du livre, c'est que c'est le livre d'une expérience humaine qui se passe dans le monde de la politique. Ça pourrait se passer dans un autre monde, mais c'est celui de la politique, avec l'intensité et l'incandescence que je rappelais il y a un instant. Mais pourquoi simplement une parenthèse alors? Parce qu'au fond, je trouve que tout ce monde de la politique est quand même coupé essentiellement de la vraie vie, quoi qu'ils disent. Ils sont dans une sorte de bulle, sous une sorte de dôme qui les protège de ce qui se passe à l'extérieur. Alors, ils vivent avec beaucoup de sincérité et de courage, parce que ce n'est pas du tout un livre qui attaque la classe politique. Au contraire, j'ai le sentiment qu'à travers ce livre, beaucoup sont humanisés. Mais en même temps, l'affaire de la petite Kosovare est bien révélateur. Communiquer de cette manière prouve une telle distance par rapport à la vraie vie. Mais vous n'avez pas répondu pourquoi vous, finalement, ce n'était qu'une récréation. Moi, je préfère revenir dans la vraie vie. Voilà. Mais par quoi? Par blessure? Non, parce que je pense que la manière dont ils vivent ne vous correspond pas. Oui, échappe. Il y a un certain nombre de choses qui leur échappent. Il y a des choses, puisque tout à l'heure on va recevoir Bernard Tapie, qui sont des choses un peu mystérieuses dans la façon dont évoluer, non pas des Français, mais des groupes de Français. Vous portez un nom célèbre. Qu'est-ce que les Mitterrand font avec Nicolas Sarkozy plutôt qu'avec François Hollande? C'est une question qu'on pourrait poser à Bernard Tapie, qu'on pourrait poser à Bernard Kouchner, qu'on pourrait poser à Jacques Seguela, qui ont contribué... Les Mitterrand, il s'agit là en l'occurrence de Frédéric Mitterrand. J'en ai pas d'autres. Oui, je vous en trouverai d'autres, il y en a peut-être plus à table, mais j'en ai pas d'autres. Non, le fait est que pendant de très longues années, moi j'étais de gauche, je votais à gauche, j'ai voté une fois Chirac, dans des circonstances bien précises que tout le monde connaît. Mais... voilà, Mais c'est quoi? C'est le droit d'inventaire? C'est quand Non, le fait de s'appeler Mitterrand quand on est comme moi fait que les socialistes avaient une très grande méfiance. Le droit d'inventaire, le fait de ne pas donner un blanc-seing à la famille, et puis peut-être sentait-il déjà que j'étais pas vraiment dans le système, ni à droite ni à gauche, que j'étais à l'extérieur. Donc je n'étais pas crédible. Et finalement, les seuls qui m'ont jamais proposé des choses intéressantes étaient des gens de droite, que ce soit à la radio, ou que ce soit, en l'occurrence, au gouvernement. Donc il y a une sorte de méfiance. Donc pendant très longtemps, je me suis tenu à l'écart. Et puis le jour où on me l'a proposé, où Nicolas Sarkozy m'a proposé de devenir ministre, je ne pouvais pas... Je pouvais pas me mettre dans la situation de regretter tout le reste. Est-ce que vous considérez qu'il vous a quand même, avec le recul, instrumentalisé? Parce que fondamentalement, c'est une prise de guerre fantastique. Il m'a sans doute instrumentalisé. Par ailleurs, il m'a soutenu. Et par ailleurs, il m'a énormément apporté en me permettant de faire quelque chose d'extraordinairement intéressant. Quand vous avez écrit La mauvaise vie, qui était un livre formidable, ça vous a valu des ennuis extraordinaires au moment où vous accédiez justement au pouvoir. Et en même temps, je ne dis pas que vous poursuivez avec la récréation, mais il y a toujours ce goût de la vie personnelle. Oui, alors la vie personnelle, quand on est ministre, elle est très très réduite. Les regards. Et je m'y tiens. Mais la séduction, les jeux de rôle, la séduction que les gens exercent sur vous demeure. Et le fait que c'est un des grands tabous de la politique, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler, alors que toute la politique fonctionne aussi à travers la séduction. Donc là, en l'occurrence, étant sorti du jeu, je réintègre cet élément qui me semble très important dans la vie politique. Mais il y a aussi une ironie sur vous-même, parce qu'à un moment, vous parlez d'Eva Joly, vous dites moi aussi, je suis une Norvégienne ménopausée. Le discours d'Eva Joly au Cirque d'hiver était quand même un discours fantastique, tellement courageux et amusant, et enfin, vraiment avec une force incroyable. Donc moi, j'ai vu ce discours, et je me suis senti, là, en l'occurrence, et à ce moment-là, proche de la manière dont elle considérait les choses. D'ailleurs, elle aussi, elle vient de l'extérieur, elle passe à l'intérieur et on voit les difficultés que ça lui cause. D'ailleurs, mais vous racontez quand même dans le livre qu'elle a mis en examen d'une manière extrêmement dure l'un de vos amis proches, et que la sympathie, en tout cas l'assimilation entre vos deux personnages ne va pas jusqu'à la sympathie. Ce regard... Si, la sympathie, mais le pardon. Voilà. Parce que je parlais de La mauvaise vie. Le regard, on l'a beaucoup écrit dans la presse, que vous portez sur les hommes politiques, la beauté de François Fillon... Oui, on sort toutes les petites phrases, qui sont amusantes d'ailleurs. Non, mais c'est une manière de banaliser finalement le regard des hommes sur les hommes. C'est plutôt une bonne chose. Ben oui, c'est plutôt une bonne chose, et je trouve pourtant, que c'est un tabou absolu. Mais alors que vraiment la séduction, vous n'avez qu'à voir la manière dont Obama monte dans son avion, et comme une rockstar. Forcément, il y a réfléchi. Mais est-ce qu'un homme politique a le droit de dire, par exemple, à propos d'un de vos amis,
il a des yeux de braise. Je me souviens qu'il s'agit justement d'un Saoudien, je crois, d'un prince saoudien. Oui, d'un prince saoudien. Mais il avait des yeux de braise. Mais j'ai pas dit le contraire. Parce que c'est tellement atypique dans le monde, justement, politique, d'assumer son homosexualité et le regard. Oui, mais c'est pas tant ça, c'est que c'est d'assumer la séduction. Mais si vous lisez les mémoires du général de Gaulle, vous apercevez qu'à travers un certain nombre de croquis, il s'approche de ça. Quand vous lisez les livres extrêmement bien écrits de Balladur, qui est un politique qui écrit. Il écrit sur les hommes, il n'écrit pas sur son désir. Oui, mais il fait des descriptions où la séduction des gens apparaît. Alors, évidemment, il appartient à un autre monde, à une autre génération, etc. Mais elle n'est jamais loin. Moi, simplement, je soulève le couvercle. Dans une conversation, d'ailleurs, avec Bachar el-Assad et un déjeuner ou un dîner, je ne sais plus, vous dites qu'il est proche du gay-friendly. Alors, évidemment, il veut séduire. Ouais. Alors, donc, il vous dit... Mais on peut vouloir séduire sans être gay. Oui, non, mais il fait gay-friendly. Voilà. Il dit qu'il a vu toutes mes émissions, il n'en a vu aucune. Il fait des propos comme ça, des espèces de petits appels du pied. Voilà. Mais moi, j'y crois pas, bien évidemment. Je sais en plus tout à fait la réalité de son régime. Mais les hommes gouvernent souvent à travers les faiblesses des autres. Et ils perçoivent cela comme une faiblesse. Donc, à partir du moment où ils perçoivent ça comme une faiblesse, évidemment, avec moi, ils vont un peu sur ce terrain-là. Dernière question, elle est importante avec ce qui s'est passé au Mali. Vous connaissez bien la Tunisie, vous y vivez partiellement. Je connais bien le Mali aussi. Et vous connaissez bien le Mali. Est-ce que ce qui est en train de se passer ne va faire que dégénérer? Alors, au Mali, on connaît la situation. Le pays n'est pas totalement sécurisé. Voilà. Et en ce qui concerne là, et avec les déroulements absolument tragiques auxquels on assiste, abominables vraiment. Et puis la Tunisie, moi je suis plutôt optimiste. Je pense en vérité que la société civile est très forte, a fait reculer le gouvernement Ennahda sans cesse, et que par ailleurs il y a une troisième force en Tunisie qui s'est affirmée, qui n'est pas comme l'armée en Égypte, mais qui est très puissante et pacifique, qui sont les syndicats, qui servent d'arbitre. Merci Frédéric Mitterrand. Le livre s'appelle La Récréation. Il est publié donc chez Robert Laffont. Et on se retrouvera donc pour un Culture Club spécial autour justement de ce livre de 700 pages donc, qui raconte le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ça se lit vite, 700 pages. Jour après jour. Bonne journée à vous. On se retrouve dans un instant avec Bernard Tapie en direct.